Bonjour à tous, bienvenue au débat Forex, le débat à propos des principales paires de devises, et peut-être qu'en fin de débat on parlera de la livre turque qui n'est pas une devise majeure mais qui a fait l'actualité ces derniers jours, donc c'est important aussi d'avoir le point de vue. Ceci dit, ça n'était pas prévu au programme, donc nos experts n'ont pas forcément prévu quelque chose de spécifique, on l'abordera. On va commencer par l'euro-dollar, la paire la plus traitée, la paire majeure, la paire qui enregistre le plus de volume à travers le monde. L'euro-dollar, depuis quelques années, n'est pas en forte tendance. On a commencé, Alain Vesrock, le responsable de WHF Invest pour la France, va nous donner son point de vue. Alain. Alors, dans un souci de praticité, on va dire, je vais mettre sur l'ordinateur ici. Donc, je vais présenter 3 graphiques. Ce qui est important lorsque l'on s'intéresse à une quelconque parité Forex, c'est d'essayer toujours d'analyser indépendamment les 2 composantes du ratio. Dans notre cas présent, c'est l'euro et le dollar. Donc de bien comprendre ce qui peut se passer sur l'euro, quelle est la politique au niveau de l'euro et quelle est la politique au niveau du dollar. Derrière moi, vous voyez donc l'évolution des taux directeurs des 2 banques fédérales, enfin la Fed plutôt et de la BCE, donc des 2 banques centrales, des 2 banques centrales sur ces 20 dernières années. Donc effectivement, l'évolution des taux d'intérêt est primordiale quand on s'intéresse à une paire de devises. On en parlera forcément en fin de présentation avec la livre turque qui nous a monté les taux très récemment, le 13 septembre à 24%. Donc bien sûr, l'importance de suivre ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt est plutôt vraiment crucial. Alors ici, vous avez un graphique très long terme, donc qui remonte à 2005, pour nous situer dans le très long terme. Alors comme cette présentation fait suite à celle que nous avions donnée tous les 4 au mois de mars, donc au mois de mars, on était précisément au contact, je ne sais pas si vous devez voir ma souris ici, donc le mois de mars, c'était à ce niveau-là, on arrivait au contact de cette trendline, donc de cette résistance baissière très long terme, et ma vision de l'époque, puisque c'était important de rappeler ce qu'on voyait, je voyais plutôt un débordement de la trendline, avec la condition, bien sûr, qu'on reste au-dessus des 1,36. Donc, effectivement, c'était l'idée de rester... Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'une épaule tête épaule, mais à l'époque, effectivement, on n'était pas dans cette configuration-là, puisque on était seulement en train de former la tête. Donc on était dans une tendance tout à fait haussière, et dans la mesure où on n'aurait pas, on ne l'a pas fait puisqu'on est passé en dessous, mais dans la mesure où on aurait transformé ce sommet en tant que, qui était ici une résistance, qu'on aurait transformé ici en tant que support, on aurait bien sûr pu plus qu'envisager un débordement de la trendline. Donc effectivement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que remarque-t-on? Je pense que certainement que mes collègues vont évoquer également ce type de figure. On s'aperçoit de la formation d'une épaule tête épaule, et plus précisément de l'invalidation de cette dernière, puisqu'on est passé sous la ligne de coup et on a rebondi. Ce graphique date de 2 jours. Là, on est presque à 1,18. Moi, il y a 2 jours, quand j'ai préparé cette planche, ce que j'avais, si on serait au même niveau qu'il y a 2 jours, ce que je dirais, c'est à partir du moment où on dépasse les 1,18, attention à une forte accélération haussière. Pourquoi? Parce que quand on a une figure, que ce soit une épaule tête épaule ou n'importe quelle autre figure, qui se présente parfaitement bien, qui saute un peu aux yeux à tout le monde, dans la mesure où on donne l'impression de vouloir la valider et où il y a une réjection et on repasse au-dessus de la ligne de coup, on a ce qu'on appelle en analyse technique un signal type chien des Baskerville. Ça veut tout simplement dire que, alors que l'évidence voudrait qu'on accélère fortement à la baisse, dans le cas présent, non seulement on n'accélère pas, on ne confirme pas le signal, et on rejette au-dessus de la ligne de coup. Donc ça peut nous amener à anticiper un débordement de la tête à court terme, carrément cette année. Donc une accélération haussière, donc mon anticipation très claire. Aujourd'hui, bon, bien sûr, je serai invalidé si on revient sous la ligne de coup. Mais dans la mesure où on a la confirmation de mon anticipation, c'est un débordement en force des 1,18. Et c'est plutôt, j'ai regardé quand même le temps réel ce matin, c'est plutôt ce qui se met en place. Et je dis bien, j'ai fait ça il y a 2 jours, voilà, parce qu'il fallait préparer le salon, on ne peut pas le faire en temps réel. Mais voilà, donc je vais laisser la parole à mes collègues.
Oui, merci Alain. On précise que tu es donc responsable pour la France du courtier WHL Finvest. Peut-être un mot, c'est la paire la plus traitée, c'est quelque chose que vous observez aussi en tant que courtier, c'est la paire qui suscite le plus d'intérêt de la part de vos clients? Oui. Un, deux. Oui, effectivement, comme je pense c'est le cas chez tous les courtiers, donc l'euro-dollar est de très loin la paire la plus travaillée. C'est de fait, comme elle est la paire la plus travaillée, c'est aussi une des paires où il y a les spreads les plus petits, donc ça peut vous intéresser effectivement, puisque le spread se traduit par une commission. Là, je pense que pour les gens qui se sont peut-être intéressés à la livre turque, je pense qu'ils ont eu un spread un peu plus élevé que sur de l'euro-dollar. Donc c'est important de choisir, de travailler effectivement quelque chose qui est là aussi pour le coup comment on va appeler ça, très liquide et donc pas trop volatile, je dirais. L'euro-dollar n'est quand même pas trop volatile. Et voilà, donc je ne vais pas reprendre trop. Chez nous, on peut travailler l'euro-dollar au travers du forex, on va dire traditionnel, mais également au travers des futurs. On peut aussi avoir aujourd'hui, dans le salon, je pense qu'il y a d'autres débats qui en parleront. Il y a eu des changements qui sont intervenus en août 2018 pour tout ce qui est produit de gré à gré au niveau de régulation. Donc ça peut amener les gens maintenant à peut-être s'intéresser là aussi au futur. Donc sachant qu'il est tout à fait possible de travailler avec, entre guillemets, des petits comptes, dès 2500 €, de travailler sur des futurs au niveau des monnaies. Mais s'il y a des questions, je peux y répondre bien sûr sur le stand. Là, c'est plus spécifique. Merci. À l'écran, vous avez la plateforme de Jérôme qui apparaît. On voit l'euro-dollar en base journalière. Jérôme Révier, tu es analyste, tu travailles notamment avec le courtier Active Trade. Je te donne la parole. Allez, bonjour à tous, bienvenue. Content de vous retrouver encore pour cette session avec mes collègues. Donc moi je suis analyste indépendant, j'ai une société de gestion à Genève. Je fais également un peu de private equity, ce qui m'écarte du côté. En ce qui nous concerne ici, moi je représente le broker Active Trade pour qui je travaille en partenariat depuis 10 ans. Voilà un peu pour le pédigré. Là, je vais vous parler de l'euro-dollar. Je vous montre le compte. Alors, c'est un compte que j'utilise quand on fait des sessions de trading live avec Active Trade. On les fait 2 fois par semaine. Peut-être que certains les ont suivis. Ici, on a l'euro-dollar sur un rythme quotidien. Et c'est un signal qu'on a travaillé déjà depuis une semaine. Vous l'avez d'ailleurs normalement en dessous. Voilà, je vais vous mettre ça. Voilà, vous voyez, on est à 116 points là, juste au-dessus sur l'euro-dollar. On a travaillé cette accélération, qui est une configuration qu'on travaille assez souvent. Alors je ne vais pas revenir sur les perspectives techniques, on est tous à peu près d'accord sur les zones qui se travaillent. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, moi je travaille beaucoup sur des impulsions de marché, sur des retournements. On avait une divergence baissière qui était apparue depuis mi-août à peu près. J'attendais que les moyennes mobiles rapides et longues nous donnent une indication d'une dynamique qui reprenne à court terme. Vous avez un indicateur peut-être que vous ne connaissez pas forcément. J'ai mes collègues qui travaillent, vous voyez, ils mettent à jour. On a ici au milieu la DXR. Donc je ne sais pas si certains connaissent cet indicateur. C'est un indicateur de force. On essaye de travailler cet indicateur pour capter à la fois la force, le moment d'impulsion et les zones de signal. Donc là on a un croisement sur les ADX et la DXR, la ligne en pointillé et la ligne pleine en bas. On a la ligne bleue qui indique la force acheteuse qui est là en présence. Donc là on a travaillé l'impulsion, vous voyez les lignes vertes d'achat, on est rentré à 1,1660, donc on était le 13 septembre, on est rentré à 1,1660 et on a un objectif aux alentours des 1,20 qui est un peu ambitieux. On a à mon avis une première résistance vers 1,1850 qui va être intéressante à travailler. Là on est en train de tester les 1,1798, je pense que ça devrait quand même céder. Vous voyez en dessous, on a vendu, on en parlera peut-être un peu si on a le temps, mais le dollar index, on l'a vendu en swing trading la semaine dernière. Donc voilà, pas grand chose à dire. Pour moi, on a une impulsion haussière. Sur le plan fondamental, bon, Philippe en parlera sans doute encore mieux que moi, mais sur le plan fondamental, on a un écart maximum entre les politiques monétaires. D'accord ? Donc on a un écart qui s'est agrandi au fur et à mesure de l'année dernière, de ce début d'année, entre la Fed et la BCE. BCE qui reste à 0, la Fed qui continue de monter ses taux. Vous savez aussi, si vous venez assez souvent, qu'on est dans des marchés d'anticipation. Donc ce qui se passe à l'instant T ne compte pas. C'est ce qu'on pense qui va se passer dans la prochaine année qui compte. Donc aujourd'hui, l'écart est au maximum. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'il se réduise.
Donc c'est ce que les investisseurs commencent à anticiper, malgré qu'on est dans une phase de resserrement monétaire aux États-Unis et qu'à la BCE, on ne trouve pas énormément de signes de vouloir aller vers une normalisation. Donc voilà, ça s'explique d'un point de vue fondamental par une perspective de resserrement des taux, aussi infime soit-elle, elle est là, et puis également par une impulsion technique ici sur une zone de support où on a techniquement des acheteurs qui viennent se protéger des cours. Donc voilà, pour l'eurodoll, je suis acheteur, voilà, je suis acheteur et je vis 1,1850 puis 1,20 en suivant. Ok, deux points de vue assez proches, entre dans les deux cas plutôt haussiers. On va passer à Benoît Fernandez-Riou. Benoît Fernandez-Riou qui est formateur, qui a écrit également des livres. Benoît, je vais te laisser te présenter déjà. Donc bonjour à toutes et à tous, Benoît Fernandez-Riou, formateur chez Waldata, notamment sur un nouveau service de formation en ligne, ce qui va changer du présentiel pour l'avenir, et par ailleurs auteur d'ouvrages, donc vous avez le flyer hein, sur les chaises, Introduction au Forex et le trader privé. Alors en ce qui concerne ma vision sur l'euro-dollar, je suis en phase avec mes précédents interlocuteurs, parce qu'effectivement on a une force relative qui est plutôt en faveur de l'euro. Donc Jérôme en a parlé, Alain aussi. Je vais juste rajouter, pour ne pas répéter les éléments qu'ils vous ont donnés, on a également, en plus de la perspective de remontée des taux, un tapering qui ne dit pas son nom, mais donc une réduction des achats massifs d'actifs de la part de la BCE, avec un objectif à fin 2018 pour réduire ces achats, donc de 15 milliards, on passerait ensuite à zéro pour l'année prochaine, sachant qu'on vient de 80 milliards par mois. D'accord ? Donc cette réduction d'achat, des perspectives de hausse des taux, alors que les taux sont déjà finalement dans les cours au niveau du dollar américain, font qu'effectivement ça bénéficie à l'euro versus le dollar. D'accord ? Donc également long euro-dollar, avec des objectifs... Oui ? Alors, pour ta présentation, est-ce que tu peux la mettre, s'il te plaît, Benoît? Et ouais, utile aussi de préciser par rapport à ta présentation que tu es consultant pour des grands établissements bancaires, notamment avec une spécialité sur le Forex, donc un point de vue intéressant et spécialiste. Deux spécialistes. Oui. Et merci. Donc voilà les graphiques. Alors bon, ça ne va pas changer par rapport à ce que vous avez déjà vu. C'est un graphique mensuel à gauche et un graphique hebdo à droite pour l'euro-dollar. Et vous voyez bien que même si la perspective, la dynamique de fond de très long terme, partant de la crise des subprimes, donc, dont on fête l'anniversaire, 2008-2018, vous voyez, en 10 ans, on a plutôt une tendance baissière de fond, mais en fait, on a des retracements entre guillemets, moyen terme par rapport à ce très long terme. Et là, on est plutôt dans cette perspective de rehausse de l'euro versus le dollar. Alors ça ne va pas forcément durer, mais pour l'instant, on en est là. Et vous voyez qu'en hebdo, on a eu un bon appui et qu'effectivement, on est en train de monter vers les 1,18 et bon, de la même façon que mes prédécesseurs, moi je suis également long sur cette paire pour aller au moins viser les 1,20, voire plus peut-être 1,23, 1,25 étant le chiffre rond ultime, hein, c'est la bande du terrain de jeu de ces derniers temps. Donc viser 1,20 c'est du... on ne peut jamais dire que c'est certain, mais ce sont des bonnes probabilités en tout cas pour les semaines à venir. 1,23 très certainement également en point haut ultime, et pour les plus ambitieux, garder un paquet de l'eau, puisqu'on parle de trading, pour éventuellement 1,25 en queue de comète, voire plus haut si jamais on cassait la grande oblique baissière. Voilà. Très bien. Encore une fois intéressant parce que dans le même sens que les autres analystes, c'est pas toujours le cas qui est consensus. Donc haussier euro-dollar. On va terminer le tour de table sur la paire de devises principale par Philippe Lermy. Philippe Lermy qui est également formateur, qui a une expérience solide, expérience professionnelle dans des établissements institutionnels, spécialiste du Forex. Philippe en général s'intéresse beaucoup aux fondamentaux. Je pense que ça va être le cas dans cette analyse. Philippe, je te donne la parole.
Oui, tu peux mettre mes slides, s'il te plaît. Donc je voulais vous dire tout d'abord, mes slides sont disponibles, ceux qui le veulent. Vous donnez votre email, vous allez sur le stand de Lynx Broker, puis vous aurez mes slides. Je ne vais pas détailler tous les slides, j'en ai mis nettement plus suivant les sujets. Avant tout, je vais vous parler de la guerre commerciale, parce que... Voilà, le graphe du haut, oui, le graphe du haut déjà. Ça c'est, j'ai pris D'accord. Le graphe du haut, là j'ai pris l'analyse, la Global Fund Manager Survey, donc l'analyse qui est faite par les Bank of America. Donc régulièrement ils interrogent, je crois, c'est plus de 250 gérants de fonds institutionnels dans le monde, à leurs clients. Et on voit que suivant les années, bon, j'ai l'historique depuis le début, mais les sujets changent. Ce qu'on voit là en bleu, par exemple, c'est la Fed. C'était en mai 2018. On s'aperçoit que la Fed, c'est plus vraiment un sujet. Là, actuellement, le marché, il price 100% donc pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il va y avoir la réunion du FOMC. Donc la hausse des taux qu'il va y avoir la semaine prochaine est complètement dans les cours. Donc on risque de se retrouver, ça ne va pas bouger. Des fois ça bouge énormément. Là, comme c'est complètement dans les cours, ça va passer aussi à 80% celle de décembre. Tout ça, c'est dans les cours. Donc il ne faut pas anticiper quelque chose. Ce qu'on voit depuis après mai 2018 en orange, c'est que les gérants de fonds sont tous inquiétés par la guerre commerciale entre les États-Unis et les autres pays. Alors je vais vous en parler un petit peu. Pourquoi? Parce que ça va vous faire bouger toutes les paires de devises, Eurodoll, GBP USD, dollar yen, AUD USD et toutes les autres. Parce que les émergents, s'ils sont en train tous de dégueuler, c'est à cause de ça. Parce que si le dollar monte, là on va en parler peut-être un peu, bah, tous les pays comme la Turquie, l'Inde, etc., ils ont des problèmes parce que quand on est un investisseur, et quand on prête de l'argent, c'est nous qui sommes les plus forts. Donc quand on voit un pays comme la Turquie, eh ben... le trésor turc, il veut émettre pour financer donc, la dette du gouvernement turc, il veut émettre en lire turque. Sauf que l'investisseur il dit moi ta monnaie j'ai pas confiance, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc moi je veux émettre, moi j'investis mais qu'en dollars. Donc le gouvernement turc se retrouve à investir en dollars. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand par exemple la Fed monte les taux, puisqu'on est dans un cycle de hausse de taux de la Fed, ça veut dire que de facto tous les pays émergents vont se retrouver avec une dette plus chère pour eux, puisque le dollar monte. Okay, donc c'est pour ça que la hausse des taux américains, ça donne la baisse des émergents. Déjà c'est une chose. Après ce que je voulais vous dire, donc on va détailler plus comment la guerre commerciale. En haut à droite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les actions américaines, par exemple à Wall Street, 30% de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Donc indirectement, la guerre commerciale va toucher, elle ne touche pas encore, puisque il y a très peu pour l'instant de produits qui sont touchés par la... Attendez, non. Il y a très peu de pays qui sont touchés... Attends, je vais venir au début. Non. Ah oui. Il y a... Vas-y, continue. Encore. Voilà, il y a très peu de pays qui sont touchés pour l'instant, très peu de produits, je veux dire, excusez-moi, qui sont chinois à l'importation qui sont touchés. Là, Trump, il vient de dire, vous avez vu qu'il a hésité une semaine. En fait, à partir du jeudi 6 septembre, il pouvait techniquement dire, on augmente les droits de douane, avant ils étaient sur 50 milliards, et on les met à 200 milliards sur 25%. Il a mis plus d'une semaine. Alors j'ai trouvé ça bizarre. Alors il y a plusieurs combats politiques, je vais en parler après. Il y a les élections le 6 novembre aux États-Unis. Donc il a deux problèmes, Trump, c'est que soit il durcit fortement sa politique, ça va plaire à sa base, de républicains, de redneck comme on dit, ça va plaire à sa base. Sauf que s'il fait ça, tous les républicains modérés risquent de ne pas voter pour lui. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il price que la Chambre des représentants, puisque là, quand il va y avoir les élections, 100% de la Chambre des représentants va être réélue. Tous les députés, en clair, ils vont être changés. Et il va y avoir 35% des sénateurs qui vont être changés.
Quand on regarde toutes les stats, quand on regarde par exemple dans les 35 sénateurs qui vont être renouvelés, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de démocrates qui risquent de perdre leur siège, ils sont 26 sur les 35. Donc potentiellement, le Sénat va garder, les républicains vont garder le Sénat, ils risquent de perdre la Chambre. La Chambre risque de passer démocrate. Ça, c'est dans les cours. Hein, c'est-à-dire que le 6 novembre, si jamais la Chambre passe démocrate, le dollar risque de pas trop bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si c'est les démocrates, le dollar baisse. Hein, puisque les gens vont se dire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que déjà Trump, il va commencer à avoir des problèmes sur sa politique commerciale. Il ne faut pas oublier que c'est le président qui est responsable de la politique étrangère. Donc lui, il pourra toujours continuer à émettre des lois, mais il va avoir beaucoup plus de mal à continuer à faire des réductions d'impôts, s'il veut continuer des réductions d'impôts, puisqu'il en a déjà fait pas mal, parce qu'après, ça va passer à l'Assemblée qui va refuser, il va y avoir des amendements, enfin tout, voilà. Le nombre de lois émises quand il y a un président qui n'a pas la majorité pleine au Congrès, c'est-à-dire Chambre plus Sénat, diminue. C'est statistique depuis, depuis l'après-guerre, par exemple. Donc il va avoir des problèmes. Donc ça, il le sait. Lui, il a un combat sur le temps. Il veut absolument négocier avec les Chinois, avec le Canada, hein, puisque là, vous avez entendu, il y a des négociations avec le Canada, hein, avec les Japonais, le plus tôt possible, hein, pour montrer qu'il y arrive. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je continue à durcir, mais au lieu de faire 25% sur 200 milliards de produits chinois importés, je fais que 10. Alors il y a deux raisons pourquoi il fait que 10 au lieu de 25, c'est pour dire, vous voyez, je ne suis pas si méchant que ça, et puis il y a surtout une autre raison plus pragmatique, c'est que maintenant, 50 milliards, ça touchait que des produits intermédiaires, donc ça veut dire que les entreprises, c'est le graphe de droite, elles ont deux choix, hein, quand vous avez des produits que vous importez de la Chine et qui montent en prix, soit vous prenez sur vous, vous dites moi j'ai la concurrence, donc tant pis, je diminue ma marge, et la hausse des produits, des matières premières, je la prends pour moi. Soit vous vous dites je cherche à substituer, je cherche un autre fournisseur. C'est 8% des entreprises qui l'ont dit dans les earnings, vous savez, les résultats trimestriels du S&P 500, les dirigeants annoncent ce qu'ils vont faire. Il y a 8% des dirigeants qui ont dit je vais essayer de trouver d'autres fournisseurs que les Chinois, d'autres moyens. Il y en a 30% qui ont dit, 27% je crois, qui ont dit qu'ils vont transmettre les coûts aux clients. Il y en a 30% qui vont absorber les coûts. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, les consommateurs ne vont pas trop le sentir. Et en plus, ils ne vont pas le sentir vraiment, parce que même les 200 milliards, ça va être effectif fin septembre. Enfin, la semaine prochaine. Donc, ça ne va pas encore se sentir. Donc pour lui, Trump, c'est bien. Parce que les gens, s'ils ne le sentent pas vraiment, ils ne vont pas se dire « Ah non, la taxe, finalement, ça ne nous impacte pas ». Dans les sondages, quand même, hein, ils commencent à penser, les Américains, qu'ils vont se faire avoir dans l'histoire, que les prix vont monter. Il ne faut pas oublier que Walmart, qui est plus gros, c'est l'équivalent de Carrefour hein, aux États-Unis, c'est énorme, 90% des produits viennent de Chine. Walmart a un gros problème là. Voilà, donc ce que je voulais dire, je continue, guerre commerciale, hein, parce que ça sert pour toutes les autres paires. La guerre commerciale, la Chine en face. Elle, le président, il a été nommé à vie. Récemment, là, il y a eu un changement au niveau du parti, fin d'année dernière, il est nommé à vie. Donc lui, il n'a pas ce problème d'élection. Donc les Chinois, c'est l'inverse, ils veulent faire durer le temps, ils veulent passer les élections. Ils n'ont pas, les Américaines, ils ne veulent pas que, les Américains, voter quelque chose, accepter quelque chose des Américains, et puis finalement, après, supposons qu'il y a un raz-de-marée démocrate, il va falloir tout détricoter. Voilà, ça va quand même prendre du temps. Donc, je veux dire, les Chinois, ils jouent la montre. On voyait ce qu'ils font, ils veulent jouer les gentils. C'est-à-dire qu'ils font des représailles. Alors là, à hauteur de 60 milliards, pourquoi 60? Parce qu'il y a une différence entre le commerce extérieur. Les importations américaines en Chine sont beaucoup plus faibles que les importations chinoises aux USA. Mais ce qu'ils font, on peut se dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire les Chinois? Ils pourraient baisser leur monnaie. Hein? En fait, la baisse de leur monnaie les gêne, parce que ça donne des fuites de capitaux. Dans les années précédentes, il y a eu plein d'entreprises qui ont, investi, Carrefour par exemple en Chine. Vous avez entendu, il y a l'internationalisation du yuan. Ça veut dire quoi? C'est que les capitaux peuvent sortir. Et donc depuis un certain moment,
il y a des capitaux qui sortent de Chine. Et la Chine, ça la gêne quand même. Elle ne veut pas avoir une monnaie qui baisse trop fortement. Donc en réalité, elle ne peut pas trop jouer sur sa monnaie. Hein. Ça, c'est un premier truc. Elle ne peut pas non plus trop jouer sur sa... Je continue, j'abrège. C'est ça. Elle peut pas trop continuer. Elle peut pas trop continuer sur... par exemple, elle a 20%, elle détient 20% du trésor américain. C'est pareil, elle ne peut pas jouer trop là-dessus, parce que si elle vend des obligations, elle va faire des pertes, elle aussi. Donc elle ne peut pas trop jouer là-dessus. Alors attends, je vais accélérer. Je voulais montrer un autre truc. Ouais, vas-y. Oui, donc toutes ces informations sont vraiment intéressantes et c'est utile de les étudier en profondeur, etc. Philippe, après le débat, etc., vous pouvez le retrouver notamment sur le stand de l'X qui est à droite et discuter avec Philippe. Mais pour conclure sur l'eurodoll, parce que bien sûr, il faut du temps pour tout le monde, on a pris du temps pour la première paire, ce qui est important, mais pour l'eurodoll. Ouais, je voulais vous dire, le graphe du bas il est important. Le comportement du dollar, donc c'est toutes les paires. Quand il y a un risque énorme, c'est achat de dollars. Hein, vous l'avez vu, quand au début il annonce la guerre commerciale, c'est achat de dollars. Donc AUD USD qui baisse, GBP USD qui baisse, dollar yen, là c'est un peu différent, mais il a tendance à montouiller, mais il y a l'yen qui a acheté aussi pour des raisons de refuge. Parce que on en parlera sur la paire dollar-yen. Donc il y a un risque énorme, c'est achat de dollars. Quand il y a une économie américaine qui est très forte, c'est achat de dollars, appétit au risque. En fait, quand est-ce que le dollar peut baisser? C'est quand vous avez des chiffres américains qui sont un peu plus faibles, voilà, qui sont moyens. Donc vous voyez, parce que le dollar c'est une monnaie refuge, donc il y a un problème avec le dollar. Hein. Des fois il monte pour le fait que l'économie américaine marche bien, puis de l'autre côté, parce que l'économie mondiale va mal. Parce que les dollars c'est des appels de collatéraux, c'est les hedge funds qui doivent donner des provisions, etc. Bon bref, j'accélère. Je veux juste montrer graphe. Attends, ton truc, j'aime pas ça ton truc. Voilà, continue. Voilà, stop. Je vous montre le graphe de la SocGen. Donc il y a Alain qui a parlé de tête-épaule. Si on le prend à plus court terme, il y a une tête-épaule inversée dans l'autre sens. Hein. Donc là on a fait un plus haut de 2 mois et demi. Oui, elle est dans l'autre sens. Elle est à plus court terme. Elle est inversée. Donc on a une petite tête-épaule inversée. Là on vient de passer le plus haut de 2 mois et demi. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors Goldman Sachs, vous voyez, c'est un peu pareil. Ce que je veux vous dire, je voulais juste vous montrer ça. Il y a les hedge funds qui sont short Eurodoll. Donc là, ils sont en train de se faire squeezer. C'est pour ça qu'hier, notamment, c'est des stops. Ils sont vendeurs d'Eurodoll. L'Eurodoll monte, ils se font stopper. Ils sont moins gros que les asset managers. Les asset managers, ils sont long Eurodoll. Oui, ça leur va. Puis, de toute façon, ils ne vont pas bouger. Donc là, il y a eu un squeeze temporaire. Ça ne veut pas dire que l'Eurodoll ne peut pas remonter. Ce que je pense, je termine, je suis assez d'accord avec mes confrères, je vois plutôt l'Eurodoll monter si jamais la guerre commerciale se calme. C'est-à-dire si les Chinois commencent à plier, s'il y a un accord avec le Canada, tout ce qui pas forcément l'accord au Canada, on le voit, à chaque fois qu'il y a des annonces, ça se passe bien, l'Eurodoll il monte, ça se passe mal, l'Eurodoll il baisse. Il ne faut pas oublier qu'après il va attaquer le Japon, on en parlera après. Donc je suis plutôt assez haussier. Alors je vous dis, si ça se passe mal, c'est l'inverse. Hein. Très bien. Donc ouais, un consensus assez haussier sur l'euro-dollar. Jérôme, je vais te laisser la parole, on va passer à la paire de devises. GBP-USD, donc devise britannique contre devise américaine, est directement concernée par le Brexit. Donc quel est ton point de vue sur la paire de devises pour les semaines et mois à venir? Tu peux juste me pencher, laissez moi que je commence. Alors, comme vous avez pu constater, hein, l'analyse technique permet de voir beaucoup plus rapidement que les fondamentaux. Mais bon. Et je pense que ce que vous avez besoin vous aujourd'hui, même si je respecte beaucoup les fondamentaux qui sont expliqués par Philippe, ça ne va pas vous aider à prendre des positions sur les marchés, en fait, au final. Hein, je pense qu'on va essayer d'être un peu plus pratique et de parler sur les graphiques, parce que finalement les graphiques résument pas mal la situation, même si c'est très important de comprendre les mécanismes. Et je crois qu'on a une conférence qui est un peu courte pour tout ça. C'est très complexe avec la géopolitique. Moi je ne vais pas changer, je vous ai pris la même configuration sur la même paire de devises, enfin pas sur la même paire de devises, sur la livre sterling. Et on voit quelque chose d'assez significatif.
avec un signal baissier qui avait été donné, on voit les moyennes. Donc la moyenne orange, la moyenne mobile, c'est une moyenne mobile longue, ou lente, on va appeler ça, et le bleu et la rouge, ce sont des rapides. On a un ADXR ici, qui se stabilise hein, sur la zone actuelle, on est aux alentours des 1,30, je vois pas, 1,35, c'est ça? Voilà. On a fait un bon support. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est pour le coup que les fondamentaux. Moi, la livre sterling, pour être très clair, et si je voulais faire très court, je n'y touche pas. Ou très peu. Hein, seulement au scalping ou vraiment en intraday. Pour des raisons très simples, c'est qu'aujourd'hui, c'est très politique. Alors, j'ai fait un achat sur le FTSE en début de semaine, que j'ai revendu hier. On est sorti 80 points. C'était vraiment aussi un aller-retour rapide. Parce qu'on a effectivement des rumeurs sur le Brexit qui pourraient trouver un accord un peu moins dur que prévu. Pourquoi? Parce que l'Europe, à force d'appuyer dessus, se rend compte que c'est peut-être pas non plus très bon d'avoir un hard Brexit, ni pour eux ni pour nous. Donc voilà, grosso modo, la livre sterling, c'est une paire de devises GBP-USD que je vais éviter de trader dans la plupart du temps, parce qu'on peut très bien avoir une news qui tombe un matin, un soir, et qui vous prend au dépourvu. Voilà, donc on va commencer de la regarder. Si on regarde techniquement, on a une petite divergence baissière qui s'installe, une divergence haussière, pardon. Donc pour l'instant on est toujours dans un profil baissier, il y a un bon support, donc les plus agressifs peuvent tenter des petits achats pour jouer justement cet accord sur le Brexit, mais ça reste très très spéculatif, donc d'un point de vue politique, moi je reste à l'écart de la livre sterling pour le moment. Ok, neutre, pas de conviction forte. On va passer la parole à Alain. Alors, justement il y avait quelques explications par rapport une comparaison entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Toi, Jérôme, tu utilises beaucoup plus l'analyse technique de manière générale. Comment tu regardes quand même les informations fondamentales, forcément? Oui, alors effectivement, ma formation c'est plutôt de l'analyse financière fondamentale. Ce qu'il faut connaître, c'est l'environnement dans lequel on évolue, d'accord? Et avoir conscience que l'info qu'on a à l'instant T, en fait, elle est déjà anticipée. C'est-à-dire que l'info que vous avez, il y en a quelques-uns qui l'ont eu avant, et qu'en gros, elle ne compte pas. C'est les perspectives des prochaines infos. Donc c'est toujours cette anticipation que vous devez avoir avec les fondamentaux, et qui est parfois un peu compliquée, parce que parfois, on a des bonnes nouvelles, ou des mauvaises nouvelles, et puis ça part dans l'autre sens, on ne sait pas trop pourquoi. C'est souvent dû à ce phénomène d'anticipation que le trader particulier, auquel n'est pas sensible. Voilà, donc c'est ça, mais sinon après, c'est uniquement de la technique pour les positions à court terme, effectivement. Bien, ben, je vais me resituer donc, par rapport notamment à notre précédente intervention. Donc, en mars, au salon de l'analyse technique en mars, nous étions ici. Donc j'ai repris un peu le même graphique. La bougie qui est importante ici, c'est la fameuse bougie du Brexit, hein, puisqu'on est d'abord parti à la hausse, souvenez-vous, où normalement il ne devait pas y avoir Brexit, et ça a été la surprise bien sûr. On a descendu brutalement, mais j'ai pas le graphe avant, mais avant on était déjà installé dans un mouvement baissier long terme depuis très longtemps. Donc le Brexit, c'est pas lui qui a fait baisser fortement la livre, et plutôt très rapidement après il y a eu l'élection de Trump, et on voit qu'on avait ce fameux canal vert qui était déjà identifié au mois de mars. Au mois de mars que je faisais, c'est que tant qu'on reste au-dessus de 1,36, il y a la perspective de revenir grosso modo sur les 1,48, de revenir clairement sur l'avant Brexit. Et pour la petite anecdote, je suis comme Jérôme, je pense également que le Brexit, il y aura certainement un accord, c'est dans l'intérêt de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et autres, de faire quelque chose de relativement soft. Donc je ne suis pas non plus partisan d'un Brexit dur. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un retournement haussier sur un double creux, un retournement baissier, donc de fait, après le salon d'analyse technique, on a effectivement continué sur une dynamique haussière, mais on a formé un double top, et c'est ce double top qui a été cassé brutalement, qui a même son objectif qui a été débordé, et on ne s'est arrêté en fait que sur R1 qui devient S1, avec quelque part un support bien clair. Alors ça ne veut pas dire que, comme on a démarré sur un double creux, on est arrêté sur un double top. On peut tout à fait encore faire une structure type double creux là, avant de véritablement remonter. Mais mon anticipation à long terme, notamment avec ces histoires de Brexit, donc je crois que c'est dans 200 jours, je ne sais plus, il faudra peut-être demander à Benoît quand est-ce que c'est la deadline définitive. Le 29 mars, donc voilà, ce serait l'occasion pour le prochain salon de l'analyse technique, par définition. Donc on sera pleinement dans la chose, mais on en saura peut-être un peu plus avant.
Et je pense que voilà, donc ça ramènerait à ne plus enfoncer. Je pense que le support qui a été touché dans les 1,28, on peut y revenir, le retester, mais aller rechercher probablement les 1,35, les 1,36. Et on peut rester, pourquoi pas, effectivement, dans ce range. Alors, Jérôme disait que ce n'était pas forcément judicieux de travailler la livre pour l'instant. Après, tout dépend si vous faites du scalping, du day trading ou autre. Mais c'est vrai qu'en termes d'investissement, enfin de vision long terme, on peut rester bloqué entre ces 1,28 et ces 1,36 avant le Brexit, à moins que ce soit anticipé, là encore, s'il y a une forte probabilité qu'on y voit clair quelque part sur cette histoire de Brexit. Donc je ne vais pas rester trop longtemps, voilà, pour qu'on ait le temps effectivement de parler de toutes les autres paires et peut-être de parler aussi de nos amis turcs. Très bien. Donc ouais, là aussi, gros catalyseur sur le Brexit, et sinon, point de vue plutôt neutre, si je résume. Je vais donner la parole à Benoît. Benoît, sur la livre sterling face au dollar, je vais afficher tes slides. Donc en attendant les slides, deux mots effectivement sur le Brexit. Moi dès le départ j'étais plutôt confiant sur cette capacité à trouver un accord. Alors sans oublier qu'au quotidien effectivement on a le fameux théâtre de la politique et de la négociation qui se déroule devant nos yeux à travers des médias. Donc effectivement un coup ça va mal, un coup